Une pluie noire tombe sur Téhéran. Pas une métaphore. Une pluie littéralement noire. Des nuages chargés de pétrole brûlé descendent sur une ville de 9 millions d'habitants, après que des vagues successives de frappes américaines et israéliennes ont transformé les dépôts pétroliers iraniens en brasiers si massifs qu'ils ont obscurci le ciel. Des canalisations d'égouts brûlent, le feu coule dans les rues comme des rivières. Et pendant ce temps, à Washington, l'homme qui a ordonné tout cela décroche son téléphone, appelle ABC News et déclare « Je ne suis inquiet de rien du tout ». Voilà où nous en sommes. Le président des États-Unis a lancé une guerre qui a fermé le détroit d'Ormuz pour la première fois en 80 ans, provoqué un effondrement des marchés de l'énergie, tué des soldats américains dont les noms ont été lus à la télévision nationale ce week-end et déclenché des frappes de représailles de Téhéran à Tel Aviv, de Bahreïn au Koweït. Et sa réponse ? C'est un petit pépin. On a dû faire ce détour. Un détour. C'est le mot que le commandant en chef des armées utilise pour décrire un conflit qui a embrasé l'ensemble du Moyen-Orient, produit des scènes qui ressemblent à l'apocalypse et poussé le ministre iranien des Affaires étrangères à déclarer ce matin sur la télévision américaine « Non, nous ne sommes pas intéressés par votre cessez-le-feu, pas cette fois. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment tout cela a dérapé. Les 3 moments de ce week-end qui vous disent tout sur la direction que prend cette crise. Et pourquoi le monde dans lequel vous vous êtes réveillé ce matin est fondamentalement plus dangereux que celui dans lequel vous vous êtes endormi il y a une semaine. Rembobinons parce que la vitesse de ce conflit a enterré la séquence d'événements qui compte réellement. Les États-Unis et Israël ont commencé par frapper des cibles militaires iraniennes, puis des infrastructures pétrolières. Puis, selon des enquêtes indépendantes menées par Reuters, CNN et le New York Times, une école primaire dans le sud de l'Iran qui a tué plus de 170 personnes, dont des dizaines d'enfants. L'Iran a accepté un cessez-le-feu la première fois. Ils ont fait preuve de retenue. Ils ont présenté leur réponse comme de la légitime défense. Et quand l'agression s'est arrêtée, ils se sont arrêtés aussi. Mais ensuite, ça a recommencé. De nouvelles frappes, des hôpitaux, des raffineries, des usines de dessalement, l'infrastructure qui, littéralement, maintient les gens en vie dans une région où l'eau purifiée est plus stratégiquement vitale que le pétrole. Et cette fois, Téhéran a regardé le schéma, a regardé le cessez-le-feu qu'il avait accepté, a regardé ce qui avait suivi ce cessez-le-feu, et a pris une décision différente. Cette fois, l'Iran a dit non. Ce seul mot est en train de remodeler l'ensemble du conflit, parce que toute la stratégie de Washington reposait sur l'hypothèse que l'Iran finirait par plier, que la pression serait trop forte, que le régime craquerait. Au lieu de cela, l'Iran riposte. Missiles balistiques, drones Shahed, munitions à sous-munitions sur Tel Aviv et les villes environnantes. Frappe de représailles sur les usines de dessalement de Bahreïn, en miroir exact de ce qui leur avait été fait. Et les États-Unis n'ont aucune stratégie de sortie visible. Passons aux 3 moments de ce week-end qui montrent à quel point cette situation a échappé à tout contrôle. 3 fenêtres sur une machine qui tourne sans frein. Premier moment, l'interview ABC. Donald Trump appelle Mary Bruce, journaliste d'ABC News. Elle lui pose les questions les plus élémentaires qu'un président en temps de guerre devrait être prêt à entendre. Êtes-vous inquiet du risque pour les Américains sur le sol national ? Êtes-vous inquiet de représailles terroristes de la part de l'Iran ? Êtes-vous inquiet des retombées économiques, de la hausse du prix de l'essence, de l'impact sur les familles ordinaires ? Sa réponse : je ne suis inquiet de rien du tout. Je pense que ça va. C'est un petit pépin. On a dû faire ce détour. Je savais exactement ce qui allait se passer avec ce détour. Un détour. Une guerre où des soldats américains sont déjà rentrés dans des cercueils drapés du drapeau. Où le Moyen-Orient brûle d'un bout à l'autre. Où le détroit d'Ormuz s'est éteint. Et le président appelle ça un détour. Puis, dans le même appel, il déclare que tout est sur la table, y compris les forces terrestres, y compris des rapports faisant état de forces spéciales envoyées en Iran pour capturer de l'uranium enrichi. Et peut-être la phrase la plus révélatrice de toutes. Trump affirme que si l'Iran choisit son prochain ayatollah sans le consulter personnellement, le prochain ne durera pas longtemps. Il veut choisir lui-même le guide suprême d'une nation souveraine de 90 millions d'habitants. Ce n'est pas de la stratégie, c'est du délire habillé en démonstration de force. Deuxième moment, la doctrine Lindsey Graham. Trump envoie le sénateur Graham sur les plateaux du dimanche matin et ce qui suit est l'un des passages télévisés les plus troublants produits depuis le début de ce conflit. Graham apparaît à l'écran portant une casquette Free Cuba et une autre Make Iran Great. Et il délivre ce qu'on ne peut décrire que comme un publi-reportage de guerre. Nous marchons à travers le monde, nous nettoyons les méchants. L'Iran va tomber et Cuba est le prochain.
Laissez ces mots résonner. Un sénateur américain en exercice, sur la télévision nationale, pendant une guerre active qui a déjà tué des militaires américains, est en train de faire la promotion de la prochaine guerre avant que celle-ci ne soit ne serait-ce que proche d'être terminée. Il qualifie Trump de plus grand commandant en chef de tous les temps. Il dit « Attendez de voir ce qui arrive dans les 2 prochaines semaines. On va réduire ces gens en cendres. » Puis il se tourne vers les alliés arabes de l'Amérique, des pays dont les infrastructures sont en train d'être déchiquetées dans ce conflit, et leur dit « Si vous voulez un traité avec les États-Unis, il faut que vous entriez dans cette guerre. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'extorsion avec un stand de merchandising. » Et le fait que Graham vende l'expansion de guerre à Trump en lui offrant des casquettes personnalisées vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur qui dirige réellement la stratégie ici. La réponse, c'est personne. Troisième moment. Plus discret, mais peut-être le plus révélateur. Ce week-end, lors de la cérémonie de transfert solennel à Dover, là où les dépouilles de 6 militaires américains ont été rapatriées, Donald Trump y a assisté en portant sa casquette de campagne à 55 $, la même casquette qu'il vend actuellement sur son site internet, lors d'une cérémonie funéraire pour des soldats morts dans sa guerre. Fox News a diffusé la cérémonie, sauf qu'ils n'ont pas diffusé la vraie cérémonie. Ils ont utilisé des images d'un transfert solennel précédent datant du premier mandat de Trump. Un transfert où il ne portait pas la casquette de campagne. Ils se sont fait prendre. Ils ont diffusé une correction à l'antenne, qualifiant l'incident d'erreur involontaire. Mais quand est-ce que Fox News a accidentellement fait paraître le président plus digne qu'il ne l'était? Les noms de ces 6 Américains méritent d'être prononcés sans qu'un argument de vente n'apparaisse dans le cadre. Capitaine Cody Cork. Sergent de première classe Nicole Moore. Sergent de première classe Noah Tense. Sergent Declan Cody. Major Jeffrey O'Brien. Adjudant-chef Robert Marzezen. Chacun d'entre eux est un héros. Aucun d'entre eux n'est un accessoire. Et maintenant, voici ce que la plupart des gens n'ont pas vu. Pendant que Trump et Graham passaient sur la télévision américaine pour projeter une image d'invincibilité, le ministre iranien des Affaires étrangères est passé sur Meet the Press, l'une des émissions politiques les plus regardées aux États-Unis, et a livré quelque chose que la Maison-Blanche n'avait visiblement pas anticipé. Un défi calme, calculé, chirurgical. La plupart des pays, quand ils font face à toute la puissance militaire américaine, se précipitent pour négocier. L'Iran a fait l'inverse. Le ministre des Affaires étrangères a exposé la logique avec une précision clinique. La dernière fois que vous nous avez attaqués, nous avons accepté le cessez-le-feu de bonne foi. Vous avez utilisé cette pause pour vous réarmer et nous attaquer à nouveau. Vous avez bombardé nos écoles, nos hôpitaux, notre approvisionnement en eau. Alors non, nous n'acceptons pas un autre cessez-le-feu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il doit y avoir une fin permanente à cette guerre. Et tant que nous ne l'obtiendrons pas, nous continuerons à nous battre pour notre peuple et notre sécurité. Ce n'est pas de la bravade, c'est une position de négociation construite sur la reconnaissance de schémas. L'Iran a observé ce qui s'est passé quand il a fait preuve de retenue, et il a appris. Pendant que Trump dit aux Américains qu'il n'est inquiet de rien, l'Iran dit au monde qu'il a pris une décision stratégique. Faire durer cette guerre, absorber les coups et continuer à frapper pour rendre ce conflit si coûteux et si long que la pression se retourne contre Washington. Et les faits suggèrent que ça commence à fonctionner. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, est effectivement paralysé. Le responsable du pétrole koweïtien a déclaré que le trafic de pétroliers est tombé à pratiquement zéro, pour la première fois en 80 ans selon ses termes. La production pétrolière irakienne a chuté de 60%. Le Qatar a arrêté la production de gaz naturel liquéfié. L'Iran a frappé le bâtiment de la sécurité sociale du Koweït. L'Iran a frappé les usines de dessalement de Bahreïn, après que les États-Unis ont détruit les siennes. Et les Émirats arabes unis, malgré des responsables israéliens affirmant publiquement qu'Abu Dhabi aidait à frapper l'Iran, ont publié un démenti furieux, qualifiant ces déclarations israéliennes de dommageables pour la relation et insistant sur le fait que les Émirats opèrent dans une posture purement défensive. On ne combat pas une superpuissance en égalant sa puissance de feu. On rend la guerre suffisamment coûteuse pour que le peuple de cette superpuissance commence à se demander pourquoi. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous? Si vous faites le plein, vous allez le sentir. Si vous faites vos courses, vous allez le sentir. Si vous avez un plan d'épargne retraite,
vous allez le sentir. Des analystes projettent que les composantes alimentation, énergie, transport aérien et assurance, dans les indices de prix à la consommation et à la production, vont être sévèrement touchés, poussant potentiellement l'inflation au-dessus de 4% d'ici avril ou mai. La fermeture du détroit d'Ormuz, à elle seule, suffit à plonger les marchés de l'énergie dans un chaos prolongé. Et une fois que les chaînes d'approvisionnement se réorganisent, une fois que les entreprises restructurent autour de nouvelles routes maritimes et de nouvelles sources d'énergie, ces changements ne s'inversent pas simplement parce qu'un cessez-le-feu est signé 6 mois plus tard. Les dégâts économiques s'incrustent. Les emplois suivent les nouvelles routes. Et ils ne reviennent pas sur les anciennes. Alors où est-ce que tout cela mène? Il y a 3 trajectoires réalistes, et aucune n'est propre. Scénario 1. Une sortie de crise négociée. Des pressions en coulisses de la part des États du Golfe, des alliés européens et des milieux d'affaires américains forcent un véritable cessez-le-feu, pas juste une pause. Les deux camps revendiquent la victoire. Trump appelle ça « le plus grand accord jamais conclu ». L'Iran dit à son peuple qu'il a tenu bon. Le détroit d'Ormuz rouvre, les marchés se stabilisent, mais les dégâts structurels restent. Les États du Golfe qui ont vu leurs usines de dessalement et leurs infrastructures pétrolières brûlées ne feront plus jamais confiance à cette architecture de sécurité de la même manière. La sortie de crise existe, mais la route derrière est déjà carbonisée. Scénario 2. Un réalignement régional. Les autres puissances du Moyen-Orient, en regardant les Émirats nier toute implication, en regardant l'économie du Koweït s'effondrer, en regardant l'approvisionnement en eau de Bahreïn être ciblé, commencent à faire leurs propres calculs. Elles couvrent leurs paris, discrètement. Elles tissent des liens plus profonds avec la Chine, avec l'Inde, avec quiconque ne bombarde pas actuellement leurs voisins. Un nouveau réseau se forme, pas anti-américain à proprement parler, mais plus automatiquement aligné sur Washington. Les États-Unis restent le plus gros acteur dans la pièce, mais ils ne sont plus le centre incontesté. Le monopole sur la loyauté stratégique se fissure. Et une fois qu'il se fissure, il ne se recolle pas. Scénario 3. L'escalade totale. Celui que personne ne veut nommer à voix haute, mais que Lindsey Graham a déjà nommé. Des forces terrestres. Des opérations spéciales à l'intérieur de l'Iran. Une tentative de changement de régime dans une nation de 90 millions d'habitants, dotée d'une infrastructure militaire durcie et d'une population qui, quoi qu'elle pense de son propre gouvernement, n'accueillera pas des soldats américains à bras ouverts. Cuba est ajouté à la liste. La doctrine « Nous marchons à travers le monde » devient une politique opérationnelle réelle. Les alliés sont forcés de choisir leur camp. L'économie mondiale se fragmente. Et la guerre qui avait commencé comme un petit pépin devient la catastrophe déterminante d'une génération. Voici ce qui est certain. Quel que soit ce qui se passe ensuite, l'architecture qui maintenait le Moyen-Orient en place depuis plusieurs décennies ne reviendra pas à ce qu'elle était. Même si Trump fait marche arrière demain, la leçon a été apprise par l'Iran, par les États du Golfe, par chaque puissance de taille moyenne qui regarde tout cela se dérouler. Et la leçon est d'une simplicité brutale. Ne mettez jamais tous vos œufs stratégiques dans le même panier. Parce que ce panier pourrait se retrouver entre les mains de quelqu'un qui appelle une guerre régionale un détour, et qui porte une casquette de campagne à des funérailles. L'Iran n'a pas commencé cette guerre, mais son ministre des Affaires étrangères vient de dire au monde, sur la télévision américaine, que Téhéran n'a aucune intention de la terminer aux conditions de Washington. Trump n'a pas construit de stratégie de sortie. Il a construit une ligne de merchandising. Et Lindsey Graham n'a pas présenté une doctrine militaire. Il a présenté une tournée mondiale de destruction avec une boutique souvenir à la fin. Alors je vous laisse avec ces questions. Est-ce que Trump a brisé le Moyen-Orient? Ou est-ce que le Moyen-Orient a simplement arrêté de faire semblant que l'ancien arrangement fonctionnait encore? Est-ce que le refus iranien d'accepter un nouveau cessez-le-feu est de la patience stratégique ou un pari dangereux qui pourrait consumer toute la région? Et quand un sénateur américain déclare « Nous marchons à travers le monde », est-ce que quelqu'un